Mali, la guerre autrement. Coupé en deux depuis le 17 janvier 2012, date de l'offensive militaire d'un groupe de rebelles venus du Nord et se réclamant du mouvement national pour la libération des Awads, entendez MNLA, le Mali connaîtra le 22 mars 2012, c'est-à-dire à un mois des présidentielles, un coup d'État. Depuis, le pays vit dans une crise militaro-politique. Et ni la CEDEAO, ni l'Union africaine, encore moins l'intervention militaire française, ne parviennent à mettre fin aux souffrances des populations, surtout celles du nord du pays, qui ont connu plus de 8 mois de charia, alors imposés par les nombreux groupes armés djihadistes que sont AQMI, Mounjao, Ansardine ou encore le MNLA. Quelles sont les causes profondes, historiques de la déliquescence de l'État malien? Telle est la question centrale à laquelle ont tenté de répondre des intellectuels maliens, mais aussi français, face aux étudiants de l'Institut d'études des relations internationales, l'IRERI. C'était ce jeudi 14 février 2013 à Paris. Pour nous ce soir, c'est important que l'IRERI se place au cœur d'un débat aussi important que celui du Mali. Donc merci beaucoup Michel d'avoir organisé cette conférence ce soir. Une petite règle, il va y avoir table ronde, intervention de chaque personne ici présente, et ensuite les questions du public seront d'abord celles des étudiants, avant celles des personnes de l'extérieur qui sont là ce soir. Merci. Merci internationale de nous accueillir. Merci d'être venus nombreux. Je crois que c'est la première fois que je vois l'amphithéâtre aussi rempli. Et évidemment, il faut remercier les participants qui sont arrivés d'ailleurs pour certains de l'étranger il y a très peu de temps. Donc on est très flattés qu'ils soient venus à l'IRERI pour débattre avec nous. Alors, vous avez vu dans la présentation que j'ai titré Mali, la guerre autrement. C'est peut-être un peu ambitieux, mais en tout cas, on va se décaler de ce que vous entendez dans les médias, c'est-à-dire le discours officiel, le discours un peu bouchien, il faut bien le dire, cette sorte de régression massive. On parlait des armes de destruction massive, il y a aussi les arguments d'autodestruction massive qui consistent à parler des terroristes et puis des destructions des dits terroristes. Donc on va s'éloigner de ce discours officiel, des discours militaro-militaires que vous entendez chaque fois que vous ouvrez la télévision ou autre avec leurs experts ou pseudo-experts attitrés, et on va essayer de se décaler à travers notamment divers partis ou points de vue en présence, notamment la société malienne et les intellectuels, avec mon collègue Oumar Keïta et M. Agassarid qui représente le MNLA en Europe, je crois, et puis Vincent Taillandier qui est le tout nouveau directeur des opérations d'Action contre la faim, qui gère donc, il nous le dira, une trentaine et plus de pays, et notamment qui a des compétences sur toute la zone sahélienne. Voilà, donc c'est des discours évidemment partiels, dans certains cas partiaux. En tout cas, l'essentiel, c'est qu'ils soient pour nous un peu décalés. Alors, comment on va procéder? Donc, chaque intervenant aura une dizaine, une quinzaine de minutes pour exposer chacun son analyse de la situation et son analyse du devenir du Mali, voire de la région, selon l'angle qui va privilégier. Ensuite, la parole sera à la salle, comme l'a dit Claire Bourgeois, notre directrice de l'IRERI, surtout pour les étudiants, et ensuite pour les médias qui voudraient intervenir. Au cas où certains médias voudraient des entretiens particuliers, ce sera à 20h que l'on fera ça. Voilà, donc ici il y a des grands spécialistes du Mali, de la guerre au Mali, du Sahel, puisque c'est mes étudiants. Mais tout de même, et même d'ailleurs des questions humanitaires, Vincent, puisque c'est aussi mes étudiants. Mais je vais rappeler juste quelques dates pour ceux qui le sont moins que les autres. Donc, dans une certaine mesure, en janvier, là c'est presque un anniversaire, ça fait 1 an qu'on parle de la crise au Mali. Et crise qui était en partie prévisible. C'est bien quand même quand la politologie, la science politique est prédictrice, c'est rare, on peut aussi faire beaucoup d'erreurs.
Et en particulier, on va y revenir, mais c'est bien entendu une conséquence de la crise libyenne et de la crise ivoirienne, dont on parle moins, ce qui se passe au Mali. Donc il y a un an, en janvier, c'est un peu le début des combats du MNLA, du Mouvement National de Libération al-Azawad, au nord du Mali. En fait, c'est une vision très ponctuelle, puisque ça fait des années, depuis les indépendances au minimum, depuis 1960, qu'il y a des rébellions touaregs récurrentes. Et celle-là, effectivement, a commencé en janvier 2012. Ensuite, en mars, effectivement, en mars 2012, il y a eu un coup d'État qui a renversé le régime du président élu, Amadou Touré, et à un mois des élections à venir. Donc il y a eu un coup d'État, et c'est le capitaine Amadou Sanogo qui a pris le pouvoir à Bamako. Donc vous voyez déjà cette crise double qui se passe à la fois au nord du Mali et dans la capitale, donc une société profondément clivée. Et ensuite, on assiste effectivement en apparence à des mouvements très divers, à la fois à Bamako et au nord du Mali. Donc, je vais passer, on y viendra sur les interprétations, sur qui est allié de qui a poussé peut-être certains mouvements, notamment Touareg, à prendre le pouvoir au nord du Mali. Toujours est-il que quelques mois plus tard, ils ont été poussés à leur tour dehors, ils ont été repoussés par des mouvements islamistes ou djihadistes ou salafistes armés et violents à l'extérieur du Nord Mali. Ils se sont réfugiés dans les pays alentours, en partie dans certaines régions du Nord. Et donc il y a division à ce moment-là, donc au nord du Mali, non pas comme on l'entend entre Touareg laïcs et islamistes fanatiques, puisque c'est beaucoup plus compliqué que ça. Quand tout le monde sait que dans Ansardine, Diagali, il y a un nombre de Touaregs, mais enfin peut-être on pourra en reparler. Ces jeux de l'ethnicité dont on parle souvent entre nous ici, ils jouent aussi dans les mouvements islamistes, ils jouent aussi d'ailleurs dans la capitale peut-être, que Oumar Keïta pourra nous en dire un mot en ce qui concerne la société civile et surtout cette opposition politique à Bamako, dont ici on ne parle jamais. Alors, si on parle au point de vue, disons, géostratégique, il y a eu quand même une grande surprise en janvier dernier, il y a juste un mois, donc deuxième anniversaire, quand tous ces mouvements islamistes qu'on disait divisés, qu'on essayait pour certaines de récupérer, d'amadouer, de négocier avec eux à Ouagadougou, tout d'un coup se sont réunis et puis ont foncé ensemble. Ça rappelait aux anciens de la Côte d'Ivoire, aux spécialistes, à ceux qui se sont intéressés aux problèmes ivoiriens, tout à fait la tactique des forces nordistes de Guillaume Soro, ou peut-être il faudrait dire Guillaume Soro et d'Alassane Ouattara, qui fonçaient en colonne de pick-up vers la capitale. Donc là, il y a un grand débat là-dessus, on va y revenir sans doute. Et donc cette attaque inattendue, au fond, des groupes islamistes vers le sud, vers Bamako, a déclenché la fameuse opération Serval, où en quelques jours, l'armée française les a arrêtés, et ensuite a progressé vers le nord jusqu'à conquérir les 3 villes, ce qui est d'autant plus facile quand même qu'il y avait très peu d'adversaires sur le terrain. Et c'est là que les difficultés commencent, puisque si on parle au point de vue militaire, ces groupes armés, ils sont effectivement en brousse alentour des villes. Ils se sont réfugiés dans la phase d'Ifora, donc dans le nord-est, dans des zones montagneuses. C'est pourquoi beaucoup de monde commence à faire des parallèles avec l'Afghanistan, notamment effectivement le général Vincent Desportes, l'ancien directeur de l'école militaire. Et le problème, c'est ce qu'on a pu appeler à l'époque la guerre nomade pour l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que ce conflit malien, ce conflit nord-malien, va déborder dans les pays alentours? Alors ça, c'est une dimension donc régionale sur laquelle je voulais insister, puisque souvent on ne vous parle que de ce qui se passe soit à Bamako, soit au Nord-Mali. Le Niger, le pays, en frère du Mali, est un pays menacé, dont le président est d'ailleurs très interventionniste au sens militaire. Et comme vous savez, au nord
du Niger, il y a des mines d'uranium très importantes pour la France, environ entre 30 et 40% de l'uranium dont se sert l'économie française et qui sont gérés par Areva. Ça, c'est pour mettre l'accent sur ce problème des matières premières, mais c'est aussi les pays alentours. Vous avez vu la prise d'otages en Algérie, qui est déjà touchée, la Mauritanie, qui est effectivement très fragile, et la Libye, où c'est déjà fait, c'est même en partie, on l'a dit, la cause des événements maliens. Alors, effectivement, ce vertige d'interventionnisme français, puisqu'on peut l'appeler comme ça, il faut le replacer dans 50 interventions depuis 1960, les indépendances, sous des prétextes divers et variés. Donc, un jour, on reçoit le dictateur libyen à l'Élysée, où il plante sa tente. Le lendemain, on décide qu'il est insupportable à l'humanité de laisser Kadhafi gouverner le Mali, et on envoie l'armée française dans un contexte ailleurs, notamment en Tunisie, en Égypte, de soulèvement au fond des masses arabes pour plus de démocratie. Et on renverse le gouvernement et on tue Kadhafi, tout en armant dans une certaine mesure les islamistes, et les conséquences, elles sont là au Mali, avec ces armes qui passent bien évidemment le Sahel, mais aussi, c'est le cas en 2011, en avril 2011, de la Côte d'Ivoire, où l'armée française, contrairement par exemple aux ex-colonies britanniques, et je pense à des pays où il y a eu des crises post-électorales, comme au Kenya ou au Zimbabwe, est intervenue, à tort ou à raison sur le plan électoral, mais concrètement en investissant, en bombardant une présidence, une résidence des camps militaires, et en mettant Alassane Ouattara, donc un chef d'État proche du gouvernement français de l'époque. Donc l'interventionnisme au Mali est à recadrer donc, dans cette série d'interventions. Voilà, je vais m'arrêter là. Évidemment, on pourrait développer cet aspect régional pour laisser nos divers interlocuteurs intervenir. Donc je vais passer la parole d'abord à M. Agassari, puis à Omar Keïta, puis à Vincent Taillandier, environ un quart d'heure chacun. Voilà. Bonsoir et merci Michel, et merci aussi à la directrice de cette école qui nous accueille. Et je suis très, très content personnellement enfin d'avoir la parole, parce que un certain nombre d'universités, de médias et autres, à notre goût, ne nous donnaient pas assez de parole pour dire exactement qui nous sommes. Ça a toujours, c'est comme, si vous voulez, l'histoire des Indiens ou l'histoire des Touaregs ou l'histoire des peuples analphabètes ou qui n'ont pas les moyens de raconter leur propre histoire. Donc c'est d'autres qui la racontent, et souvent même ils font un petit passage rapide et ils racontent votre histoire, et souvent même ils en font ce qu'ils veulent, ce qui les arrange souvent. Donc tout d'abord, je voudrais, par rapport à ce que Michel vient de dire, une petite réaction, juste pour dire que vous avez dit que le MNLA avait été chassé hors du territoire par le groupe islamiste. Nous n'avons pas été hors du territoire de l'Azawad, nous avons combattu, donc le MNLA a combattu le groupe Moujao soutenu par les autres, notamment Akmi, Agao, Ansongo, Amenaka, tout ça c'est dans l'Azawad. Donc nous n'avons pas été en dehors, c'est juste important à savoir. Et le MNLA, le Mouvement National de Libération de l'Azawad, n'est pas un mouvement ethnique. Donc certains spécialistes, experts ou journalistes, depuis Bamako ou depuis ailleurs, dès le début, nous ont collé l'étiquette de mouvement touareg, laïque, indépendantiste. Bon, il y a des choses qui sont vraies, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas du tout fondées. Donc nous sommes un mouvement populaire, révolutionnaire, qui se bat pour l'intérêt général de toutes les communautés qui vivent ensemble depuis des millénaires sur un territoire qui s'appelle l'Azawad. Ensuite, que le conflit déborde sur les autres régions, on en parlera.
moi je voudrais juste replacer les choses dans leur contexte. Le territoire de l'Azawad est habité par des personnes issues de plusieurs ethnies. Les révoltes qui se sont succédées sur ces territoires après 1960, l'indépendance du Mali, c'est 1960. Mais déjà, remontons un peu dans l'histoire, je ne vais pas faire de l'histoire, je ne suis pas spécialiste de l'histoire, mais en tout cas, au temps où le colonisateur, c'est-à-dire la France, était présente dans l'Azawad, il y a eu des combats contre l'armée française, contre le colonisateur, et les différentes communautés ont trouvé des accords, ont trouvé des pactes pour qu'ils puissent vivre avec le colonisateur et avec aussi son administration. Mais il faut savoir que ce colonisateur a trouvé un mode de gestion territoriale propre et adapté à la situation de vie de ces populations, dans leur diversité. Et ensuite, en 1958, lorsqu'on a senti les préparatifs du départ de la France, des représentants, donc des chefs de tribus, des chefs de village de cette région, l'Azawad, ont écrit à la France pour dire qu'ils souhaitent l'indépendance du territoire de l'Azawad. Mais cette demande n'a pas eu de réponse positive. Et c'est ainsi qu'en 1960, nous nous sommes retrouvés avec le Mali. Et en 1963, il y a eu une première révolte. Deuxième révolte, 1990 à 96. Toujours décimée dans le sang par l'armée malienne. Et ensuite, en 2006, une petite révolte. Et à chaque fois, ces révoltes-là, il y avait une technique, toujours, qui ramenait à arrêter, ou en tout cas à signer, soit à signer des accords, ou soit à vivre avec la réalité. C'est-à-dire qu'il y a aussi les sécheresses, il y a le manque de moyens. Il y a une technique qui, c'est ce que je voulais dire, qui porte gravement préjudice à cette révolte. C'est le fait que chaque fois qu'il y a une révolte, au lieu que l'armée malienne parte chercher les combattants rebelles sur leur territoire de retranchement ou tout simplement en dehors des villes, l'armée malienne va massacrer les populations dont ces combattants sont ici, ces rebelles sont ici. Et c'est ce qui amène souvent aussi à ce que des accords soient signés pour que l'armée malienne ne continue pas à massacrer la population. Ce n'est pas seulement la seule raison, mais en tout cas c'est une des raisons principales. Et jamais cette révolte ne s'est estompée. Il y a toujours eu, de manière latente, une révolte interne. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces populations-là n'ont pas été considérées comme il se doit dans une politique générale de développement, de protection de leurs intérêts, de les protéger contre non seulement les sécheresses, mais aussi des groupes armés étrangers, mais aussi contre le sous-développement, la pauvreté, l'analphabétisme, le manque de soins. Donc il y a tout ça qui fait que en 1992, il y a eu un pacte qui a été signé, le pacte national. Et dans ce pacte, il y avait un statut particulier pour l'Azawad. Et on appelait bien le territoire l'Azawad. D'ailleurs, l'organisation qui a signé avec les autorités de Bamako s'appelait le MFIA, le Mouvement et Front Unifié de l'Azawad. Et ce statut particulier n'a pas eu les jours, parce que ça a été fondu dans ce qu'on a appelé la décentralisation. Sauf que la décentralisation, ce n'était pas que pour le statut particulier de l'Azawad, mais c'est pour l'ensemble du Mali. Et entre-temps, il y a eu aussi la révolution démocratique. En mars 91, il y a l'ancien président dictateur Moussa Traoré a été renversé, qui est au pouvoir depuis 1968.
Ensuite, il y a des élections qui ont été organisées et la décentralisation a été mise en place, sauf que la décentralisation, dans la réalité, n'avait pas les moyens, on ne lui donnait pas les moyens de développer les territoires et de se protéger aussi. Et entre-temps, il y a eu la guerre contre le terrorisme en Algérie, qui a débordé sur l'Azawad avec le GSPC qui est devenu AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et contre AQMI, il n'y a pas eu de guerre de la part de l'armée malienne. Donc AQMI s'est installé en prenant des otages un peu partout. Et ensuite, il y a eu, comme l'a dit Michel tout à l'heure, effectivement, la guerre en Libye. Et entre-temps, ceux qui ont signé les accords, ils ont vu que ces accords-là n'ont pas été respectés par l'administration malienne, par les autorités maliennes. Et en plus, il y avait un niveau de corruption tel que tout était possible. Quand vous avez de l'argent, vous pouvez tout acheter au Mali. Et vous pouvez tout faire. Et ensuite, il y avait un niveau aussi de narcotrafic tel que les élus, ce sont ceux qui sont financés par les narcotrafiquants. Vous voulez être maire, vous voulez être député, vous financez celui que vous voulez, ou vous vous financez vous-même, et vous devenez le maire ou le député de la localité. Donc, en fait, ce n'est pas la population qui vous choisit, mais c'est l'argent que vous avez. Parce que tout simplement, les gens ont faim, les gens ont soif. Il n'y a pas d'école pour que les enfants puissent se libérer, puissent s'éduquer. Et même à Bamako, depuis 1991, l'école ne finit presque jamais l'année scolaire. Au contraire, il y a eu des années quasiment sans école, où on ne termine même pas la moitié de l'école. Et ça, c'est général. Et en plus de tout cela, il y a eu en 2011 la guerre en Libye, et ensuite le retour de ceux qui étaient intégrés dans l'armée malienne et ceux qui sont revenus de la Libye. Il faut savoir que ceux qui sont revenus de la Libye, ce n'est pas parce que Kadhafi a été tué, déchu, qu'ils ont quitté la Libye. Ils ont quitté avant que Kadhafi ne soit pris et tué. Donc déjà en juin-juillet 2011, il y a une bonne partie des originaires de l'Azawad qui ont la nationalité libyenne, donc qui ont combattu aussi pour la Libye, pour plusieurs raisons, bien sûr, qui ont refusé donc cette fois-ci de combattre le peuple libyen. Et pour cela, ils ont dit, nous on rentre chez nous. Et ils sont revenus avec leurs armes. Les armes, comme on dit, de tout acabit. Mais, une fois qu'ils sont revenus, ils se sont installés chez eux, notamment dans une localité qui s'appelle Zakak, et ils ont reçu plusieurs délégations, notamment une délégation d'élus au mois de novembre, et le MNLA s'est créé et a envoyé une lettre. La création du MNLA, c'est le 15 octobre 2011. Le MNLA a envoyé une lettre au président de la République du Mali, Amadou Toumani Touré, de l'époque, pour demander à discuter, à s'asseoir, à discuter pour trouver des solutions. Mais Amadou Toumani Touré n'avait pas répondu à cette lettre. Ce que le MNLA a vu, ce sont des émissaires envoyés par Bamako pour venir corrompre les gens du MNLA. Donc il connaît bien la technique. Donc vous avez à Bamako des personnes issues d'une communauté, et vous savez que de cette communauté, il y a quelqu'un qui est au sein du MNLA, alors on envoie un émissaire qui est de la même communauté. Ce qu'on appelle communauté, en fait, c'est les ethnies. C'est-à-dire les ethnies, dans l'Azawad, il y a principalement 4. Principalement, il y a d'autres bien sûr. Donc on a les Songoï, il y a les Peuls, il y a les Arabes, et il y a les Touaregs. Donc, quand il y a, à l'intérieur aussi des communautés, il y a des tribus. Par exemple, dans la communauté Touareg, il y a
de plusieurs tribus. Donc, dans ces tribus, il y a des gens qui sont à Bamako et qui sont envoyés par le président pour ramener un colonel. Donc, on ramène un colonel à Bamako. Le colonel est reçu par le président de la République. On ne sait pas ce qui s'est dit exactement, mais en tout cas, on voit à la télé le colonel qui s'exprime et qui dit « Moi, je ne veux pas faire la guerre, je suis avec le Mali et je reste avec le Mali et je ne vais rien... Voilà, je suis venu pour dire mon soutien au président de la République et au gouvernement. » Point. Sauf que ça n'a pas beaucoup marché parce que le MNLA a compris et les gens ne partaient plus vraiment à Bamako. Et c'est comme ça que, début janvier, nous avons vu Bamako envoyer l'armée avec du gros matériel. Ces gros matériels, en fait, c'était essentiellement l'Union européenne et autres qui ont aidé l'armée malienne pour lutter contre le terrorisme. Et au lieu de lutter contre le terrorisme, ils ont décidé de venir combattre le MNLA à Zakak, c'est-à-dire la localité dans laquelle le MNLA s'est installé. Et c'est comme ça que le 17 janvier, effectivement, 2012, il y a eu la première attaque à Menaka, et ensuite les autres se sont succédés jusqu'au 1er avril 2012. Le 1er avril 2012, c'est la prise de Tombouctou, la dernière ville. Et le 2 avril 2012, il y a eu des groupes comme ACMI, Moujao, Ansardine, au nom d'Ansardine. Ils sont arrivés au nom d'Ansardine. Et nous avons connu le nom d'Ansardine au début du mois de janvier-février. Avant, on ne connaît pas ces noms-là. Par contre, on connaissait le nom de Moujao, Mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest. Et même ce groupe, on l'a connu lors de la prise d'otage au mois de novembre à Tindouf, d'Espagnols et d'Italiens aussi, qui ont été pris en otage par ce groupe dont on disait qu'il est dissident d'ACMI. Bon, ACMI, on connaissait depuis 2003, ça ne s'appelait pas encore ACMI. Ensuite, en 2007, ça s'est appelé ACMI. Et ils ont pris plusieurs otages. Et là, il y a un nouveau groupe qui a pris sa dissidence, qui s'appelle le Moujao. Mais en Sardine, dirigé par un Touareg de Kidal, Yad Agarali, et on l'a vu arriver à Kidal, à Tombouctou le 2 avril, avec les autres. Sauf que, ce qui s'est passé exactement, c'est que les communautés locales, les chefs des communautés, les responsables coutumiers, religieux, ont fait pression sur les MNLA pour que le MNLA accepte que le groupe qui est de l'Azawad puisse être inclus dans une politique générale de la construction d'un territoire. Mais nous, le MNLA, nous ne voulons pas qu'il y ait un groupe qui soit armé et qui oblige une pratique religieuse que nos imams, les religieux de l'Azawad, refusent. Donc le MNLA n'a rien à voir avec ACMI, n'a rien à voir avec le Moujao, ni d'ailleurs avec Ansardine. Et ce sont certains médias qui nous ont attribué le terme de alliance avec ACMI, Moujao, Ansardine. Il y a eu ce que certains ont interprété, je vais terminer sur ça, le 26 mai 2012, sur toujours la pression de ces chefs locaux, un accord de principe pour que Ansardine dépose les armes et s'inscrive dans une politique locale, un projet politique qui sera choisi par la population. Mais lorsqu'il fallait rédiger le communiqué rendant public cet accord de principe, nous avons vu que nous n'étions pas sur la même longueur d'onde avec Ansardine, et le lendemain nous avons rompu l'accord, et depuis on n'avait pas grand chose à voir avec Ansardine. Donc je voudrais juste placer les choses dans leur contexte. Maintenant le reste ça viendra dans les questions. Ce qui peut peut-être me choquer peut-être tout à l'heure, c'est qu'il faudrait parler de ce que c'est que l'Azawad.
Moi, qui suis historien, je ne sais pas. Je sais qu'il y a l'Empire du Mali, il y a l'Empire Ouagadougou, il y a l'Empire, il y a Askia Mohamed, Sonia Libert, pour les historiens qui sont là. Mais je n'avais jamais connu l'Azawad. Mais je sais que l'Azawad, ça veut dire, en langue tamashek, je ne comprends pas très bien, territoire de transhumance. C'est-à-dire, c'est des gens qui viennent, quand il y a une oasis, ils viennent faire boire les troupeaux et répartir. Je dis ça sous le contrôle de Pierre Boilet, qui est quand même le plus grand spécialiste touareg au Mali. Et voilà. Avant de continuer, je sais que l'Azawad est peuplé dans 3 régions. Il y a Kidal, Gao et Tombouctou. C'est seul Kidal qui est peuplé de Touareg et de Maures. Touareg, arabe, Maures. Mais sinon, ils sont très, très minoritaires. Ils ne font même pas... Enfin, les Songhoi font à peu près plus de 65% à Gao. Et puis, n'oublions pas que les Touaregs ne sont que 4% de la population malienne. Donc, c'est toute une petite minorité. Et la revendication du MNLA, je pense que c'est une construction politique qui n'a ni fondement historique, ni fondement juridique, et encore moins géographique. Je suis d'accord avec Moussa quand il dit que en 1958, quand ils ont appelé, quand les Touaregs ont demandé à ne pas faire partie du processus d'indépendance ouest-africain, dans une pétition qui a été lancée par 300 chefs notables, et qui a été même rapportée par le cadi de Tombouctou qui s'appelle Mohamed Mahmoud Ould Cheikh, ce qu'il oublie de dire, c'est que cette revendication, on peut trouver ça dans les archives, c'était écrit dedans qu'ils ne veulent pas intégrer, enfin, ils demandent à ne pas intégrer les colonies noires. Ils préféraient intégrer le Sahara français, c'est-à-dire le sud d'Algérie, qui est en quelque sorte qui était un département français et non une colonie française. C'était ça. Les gens oublient une chose, c'est que les Touaregs, c'est une société très, très, très hiérarchisée. Les Noirs, ceux qui ont la peau très noire, sont en général des esclaves pour eux. Parce que les Touaregs noirs, on les appelle les Bellas, c'est tous des esclaves. Et je ne suis pas un spécialiste Touareg, mais tout le monde sait que les Bellas sont des gens qui sont des esclaves. Et c'est des Touaregs qui sont noirs de peau, très très foncés, comme moi. Alors ça, c'est pour revenir un peu dans l'histoire. Ma question, cette fois-ci, c'est quoi? Moi, je vais parler de maintenant. L'intervention elle est là, l'intervention. Je parle de l'intervention militaire française. Que faire? Comment le faire? Qu'est-ce qu'il faut éviter? C'est ça le sujet de mon débat. Ensuite, on verra autre chose. Comment le faire? Qu'est-ce qu'il faut éviter? En l'espace d'une année, comme vous le savez, de janvier 2012 à janvier 2013, le Mali a connu plusieurs cataclysmes majeurs: débâcle de l'armée malienne, effondrement institutionnel après le coup d'État du 22 mars 2012, partition du fait du territoire institutionnel, du territoire national en avril 2012, janvier 2013. À ces cataclysmes majeurs, il faut ajouter la profonde division de la classe politique. Ces cataclysmes majeurs sont la conséquence de la décomposition de l'État malien qui a été piloté par des dirigeants qui sont dépourvus de vision stratégique de l'avenir du Mali. À partir de janvier 2013, la France a mené une opération militaire qui s'est soldée par, je dirais, probable rétablissement de l'intégrité du Mali sur les 3 régions. Cette victoire, je dirais peut-être une victoire militaire, doit cependant s'accompagner d'une solution politique globale, à travers la grave crise multidimensionnelle
qui secouent le Mali depuis une décennie. Alors, que faire? Les tâches fondamentales qui s'imposent pour moi, c'est reconstruire un État malien qui soit en mesure d'assumer ses missions fondamentales. C'est-à-dire refonder un nouveau contrat social qui unisse les Maliens autour d'une vision partagée du devenir en commun, résoudre la question touareg à travers le dialogue national, c'est-à-dire par des assises nationales du Nord qui va impliquer toutes les composantes des communautés nationales, rebâtir une nouvelle armée nationale qui soit en mesure de faire face aux menaces contre la sécurité externe du pays. Fonder une nouvelle coopération transrégionale pour enrayer l'insécurité transfrontalière et impulser une politique conséquente de développement économique. Parce que ce problème du Nord, il y a un problème de développement. Je viendrai plus tard. Et puis, à la fin, organiser sous l'égide des Nations Unies des élections transparentes, crédibles. Alors, comment faire? Pour moi, il faut organiser une conférence nationale de refondation politique. C'est-à-dire, cette conférence permettra aux Maliens d'examiner les contours de la crise multidimensionnelle qui secoue le pays et de forger ensemble les solutions pour sortir de l'impasse politique. Les Maliens ont une expérience de ce type dans les années 91. Il y a eu ce qu'on appelle une conférence nationale qui a bien marché. Il y a eu aussi les concertations régionales en août 1994. Je pense que cette conférence nationale peut se mettre sous l'égide des autorités de la transition et qui pourrait éventuellement se dérouler avant les élections. La conférence nationale de refondation traitera de toutes les questions qui sont au cœur du devenir du Mali. Elle permettra de forger un nouveau contrat social en vue de partir sur de nouvelles bases. Elle devait permettre de dégager un consensus sur le traitement de la question touareg en définissant les voies et moyens de la réconciliation entre les communautés vivant dans les régions du Nord. Pour éviter que cette conférence ne soit prise en otage par les politiciens, il convient de confier sa préparation à un facilitateur choisi par les Nations Unies. Il faut mettre en place un dialogue national, je dirais inclusif, en vue de solutionner la question touareg. Depuis les accords de Tamaracet en janvier 1991, et ceux qui ont suivi le pacte national, accord de Tamaracet, l'accord d'Alger, j'en passerai, si vous voulez, je pourrais parler de l'accord d'Alger. Bon, ça c'est peut-être dans les questions. Le Mali a expérimenté plusieurs formules visant à résoudre la question touareg. Toutes ces formules ont échoué parce qu'elles consacraient un accord politique et des arrangements institutionnels au profit d'une minorité dans la minorité, en excluant les autres composantes humaines et sociales vivant dans les régions du Nord. Il faut sortir de cette logique circulaire et traiter le problème touareg comme une question nationale impliquant l'ensemble des communautés vivant dans les régions du Nord. Il faut reconstruire une nouvelle armée nationale qui soit en mesure de faire face aux menaces contre la sécurité externe du pays. Comme vous le savez, le programme de formation de l'Union européenne, qui devrait être effectif à partir de mi-mars, doit être redimensionné. Il faut mettre en place une nouvelle coopération transrégionale pour enrayer l'insécurité transfrontalière et impulser une politique conséquente de développement économique. La sécurité du Mali est indissociable de la sécurité du pays. Des champs comme l'Algérie, la Mauritanie, le Niger, et celle de l'espace CEDEAO. Il faut donc fonder une nouvelle coopération transrégionale associant ces deux ensembles qui sont désormais étroitement imbriqués. Cette nouvelle coopération inclura l'ensemble du Maghreb et le Tchad. Il faut organiser des élections transparentes et crédibles sous la supervision des Nations Unies. Ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas restaurer un tant soit peu l'ordre ancien. La classe politique dans son entièreté, à une ou deux exceptions près, est foncièrement discréditée et décriée par les populations. Tout ce qui peut apparaître comme les retours au passé ne fera qu'approfondir la défiance du peuple à l'égard des politiciens. La refondation politique et institutionnelle est une exigence incontournable. C'est la seule voie
seule voie pour mettre fin à la crise légitime, institutionnelle au vide politique. Il ne faut pas forger une solution au profit d'une minorité au sein d'une minorité. Il faut éviter de créer des commissions de médiation visant à confier un rôle à des politiciens soucieux de leur image et de leur carrière. Il faut éviter la présence de la force africaine dans l'engendre de nouvelles frustrations qui fragiliseraient le processus de stabilisation des régions du Nord. Il faut éviter la médiation qui ne subsiste pas aux autorités maliennes. Il faut corriger l'erreur des mois écoulés au cours duquel le médiateur avait cru pouvoir se substituer aux autorités maliennes. Bah, comme on me dit d'arrêter, voilà, donc j'arrête. Voilà. Merci. Merci, docteur Marquita. C'est une discussion très politique, hein, ça tombe bien, on est dans une école de sciences politiques. Alors maintenant, par contre, il va y avoir quelque chose de plus neutre. Hein, les humanitaires n'est même pas, on s'est missé trop dans le débat très directement politique. Je vais passer la parole à Vincent Taillandier. Alors je remarque que un de mes interlocuteurs, a parlé de l'état présent, l'autre de l'état futur. Alors peut-être Vincent, tu peux parler à la fois de la situation et des perspectives, des plans de contingence, tout ce jargon humanitaire qu'on connaît un peu, mais pas tout à fait. Merci, et merci à l'ILERI de nous accueillir ce soir. Bien, en effet, une organisation humanitaire n'a pas vocation à donner un éclairage politique, c'est pas du tout l'objet, mais j'espère que l'éclairage humanitaire que je vais donner éveillera la responsabilité des politiques, parce que la situation humanitaire est directement liée dans le monde à des questions aussi politiques. Et je suis content que ce soir, vous étudiants en politique, vous intéressiez à cette question. Alors, d'abord, Action contre la faim en 2 mots, une ONG qui a été créée en 1979, dont le mandat est de lutter contre la faim et en particulier la malnutrition. C'est l'époque des sans-frontiéristes. Donc vous comprendrez que je vais éviter de mettre des frontières dans mon discours pour rester effectivement sur une tonalité d'une question autour des populations. Action contre la faim, dans le monde, aujourd'hui, c'est 50 missions dans des pays avec des particularités diverses. Au Mali, c'est une présence de près de 20 ans. Alors, d'abord, et je crois que mes collègues, excusez-moi, les présentateurs l'ont évoqué, il est bon de replacer le Mali dans la zone sahélienne. Je le dis toujours parce que c'est quoi le Sahel? C'est une zone, c'est un environnement extrêmement fragile. Ça veut dire que lorsqu'on est un habitant du Sahel, eh bien, la vie n'est pas facile, et elle est d'autant moins facile que depuis de nombreuses années, on a un changement qui est notamment lié au changement climatique, où les conditions de vie sont de plus en plus difficiles. Donc le quotidien d'un habitant dans le Sahel, c'est pas évident, puisque les crises climatiques, par exemple les sécheresses, se renouvellent à une certaine fréquence, ou les inondations par ailleurs, et puis aussi elles se cumulent surtout pour le quotidien des personnes. Parce qu'un habitant aujourd'hui dans le Sahel, s'il vit une sécheresse en 2010, des Sahéliens, notamment au Tchad et au Niger, l'ont vécu, en 2012 elle se répète, on n'a pas eu le temps de se ressaisir. Donc cet effet cumulatif va vers un appauvrissement continu et une fragilité continue. Alors lorsqu'on est dans un pays à peu près stable dans le Sahel, il en existe, notre action humanitaire, elle a pour objectif de bâtir ce qu'on appelle renforcer les résiliences, c'est-à-dire aider les communautés à finalement renforcer leur capacité à affronter ces événements naturels pour certains qui se répercutent. On va travailler sur la question de protéger la réhabilitation de sols, protéger les sols contre les sécheresses, essayer de capter l'eau précieuse du Sahel pour arriver à cultiver le plus longtemps possible. Mais maintenant, voilà, le conflit. Alors on y vient, donc ce conflit au Mali, il change la donne, mais finalement, il aggrave la donne déjà existante. En 2011, les cultures avaient été dramatiques, donc peu de récoltes, en particulier donc, dans la zone du Mali, donc c'est au Niger jusqu'au Tchad, et donc les populations, on en parle assez peu, ont affronté 2 crises, donc une crise alimentaire et ensuite une crise politique, qui a généré un conflit par la suite. Alors, ces vulnérabilités liées au conflit, c'est quoi? Bon, un conflit, ça amène quoi? Ça amène de la violence, on le sait. Une violence qui peut être ciblée avec des discriminations fortes. Et ça amène aussi un isolement d'un pays qui se retrouve enclavé, qui se retrouve isolé. Et quand je parle du pays, je parle surtout aux habitants de ce pays-là. Alors, lorsque, justement, on essaye de tenir compte des vulnérabilités de la population qui vont être nouvelles, en tout cas qui vont s'additionner
à ces vulnérabilités qui existaient déjà dans un environnement fragile, on va retrouver quoi? Bon, d'abord la disparition déjà de certaines structures qui existaient, les services publics ou tout ce qui peut exister d'ordre ou d'autorité à quelque échelle que ce soit. Secondo, l'isolement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsque le pays se retrouve isolé, à Gao, il y a quelques semaines, envolée des prix, parce que d'une part, rareté, il commence à y avoir une pénurie des produits alimentaires, des denrées alimentaires ou de produits de consommation courante. Et c'est pas uniquement une pénurie, ça peut être aussi l'incapacité pour un foyer d'accéder à ces produits, parce que simplement il n'y a plus de travail, il n'y a plus de liquidité qui circule, puisque le système bancaire évidemment est interrompu. Donc quand bien même il y a quelques produits qui arrivent, du Niger ou d'Algérie, on n'arrive pas à y accéder. Dans des camps de réfugiés comme à Mbera en Mauritanie, qui est le plus grand camp de réfugiés actuel, 68 000 personnes recensées à cette date, les dernières enquêtes ont montré qu'il y avait 17% des enfants de moins de 5 ans qui étaient malnutris aigus sévères. On dirait pourtant le HCR amène à nous dire oui certes, mais ça reste précaire. Donc on voit que se déplacer, quand bien même il y a une première aide humanitaire qui arrive, les gens restent dans des conditions très précaires. Alors, moi ce que j'aimerais apporter à ce discours, puisqu'il est quand même politique, c'est que pour des humanitaires, travailler dans un tel milieu, c'est difficile. Et ça devient de plus en plus difficile en raison des questions de sécurité, on le sait, effectivement, accueillir, kidnapper des gens, etc. Mais d'abord, le premier élément, c'est reconnaître le caractère d'urgence. Parce qu'au Mali, souvent, quand je discute avec la communauté malienne, ici, ou quand mes collègues le font au Mali, effectivement, on est encore dans les souvenirs récents d'organisations humanitaires qui travaillent avec les organisations de la société civile. Et c'est vrai, et c'était bon, bien sûr, c'est comme ça que les humanitaires préfèrent travailler. Renforcer les organisations de la société civile, c'est durable, et ça permet de bâtir des capacités adaptées pour des populations. Mais dans une situation de guerre, de conflit, avec des discriminations fortes, eh bien, travailler dans ces conditions, c'est difficile. Donc on le met entre parenthèses, et il faut accepter une aide d'urgence qui permet, voilà, son contrôle à faim, qui va monter peut-être un centre thérapeutique, amener de la nourriture, ça devient une nécessité parce que les populations ont besoin de cette aide. Et les conditions d'une action humanitaire, je ne l'ai pas dit au début, mais les ONG ont une charte, c'est très important, c'est ce qui nous lie, c'est ce qui est de notre code, simplement qui au quotidien nous remémore nos engagements. Ça passe par de la stricte neutralité, de l'indépendance, de la non-discrimination. Ça veut dire quoi, non-discrimination? Dans ce cas, c'est une victime, c'est une victime. Voilà, on va bien sûr, en premier lieu, analyser les besoins d'une personne, indépendamment d'où elle vient, de son sexe, de sa race, de sa confession, de sa culture. Donc ça, c'est très important. Et aussi, pour pouvoir avoir une action humanitaire, il faut pouvoir accéder au terrain, en sécurité. Voilà, ce que les humanitaires aujourd'hui demandent pour pouvoir travailler correctement au Mali, c'est une reconnaissance et un respect de leur mandat, de leurs principes humanitaires, alors ça, principe humanitaire et du droit international humanitaire bien entendu, vous en parlez sûrement ici, et en particulier du caractère neutre et indépendant des ONG. Ne demandez pas à une ONG de prendre parti, non, enfin c'est prendre parti, ça devient compliqué. Et par ailleurs, respecter les travailleurs humanitaires, c'est le fondement, parce que si un incident de sécurité pour les humanitaires, c'est l'interruption de l'assistance humanitaire sur le terrain. La conséquence directe, et ça c'est notre responsabilité, c'est la responsabilité de toute personne qui a pris part dans les discussions ou par le conflit, c'est l'interruption d'approvisionnement d'une aide qui est vitale pour des milliers de personnes. Donc respect des humanitaires, travailleurs sur le terrain, un dialogue, il est important, je suis content d'être à cette table, je sais que bien entendu sur le terrain, nos équipes évidemment cherchent à lier, à avoir un dialogue avec toutes les parties au conflit afin de pouvoir accéder au terrain. L'accès au terrain est déterminant pour avoir une action humanitaire de qualité et surtout qui arrive en temps voulu avant même que des drames humanitaires apparaissent. Voilà. Alors, merci Vincent. Peut-être on pourra parler plus concrètement du terrain tout à l'heure. Et nous allons donc passer la parole à la salle, dont nous avons un petit problème technique avec le micro-baladeur qui est pour le moment inexistant. Je vous demanderai donc de prendre la parole un peu fort pour que nos différents intervenants, voire moi-même si c'est possible, puissent répondre. Oui, vous vous levez, vous vous présentez si c'est possible. Donc...
Voilà, je vais solliciter, et les chercheurs qui sont dans la salle, bien évidemment, aussi, ainsi que les journalistes plutôt en seconde partie. Monsieur Pierre Boilet, historien et spécialiste du monde touareg. Je ne sais pas si je vous présente bien. Je voudrais poser deux questions, entre autres des questions à Omar Keïta. Et avant ça, je voudrais lui dire toute ma gratitude d'avoir un discours qui est équilibré et qui prend en compte effectivement toutes les données du problème, parce que je crois que vous avez entièrement raison, on se connaît déjà depuis pas mal de temps, mais il y a une solution politique globale à trouver. Bon. Et ce que vous proposez donc peut être évidemment discuté, mais c'est de fait une base de départ de discussion, justement, d'écoute, de dialogue. Et ça, je crois que c'est important de le dire en ce moment, parce que souvent, donc, les discours sont, hélas, extrêmement haineux, extrêmement difficiles, et que donc c'est bien qu'on ait cette voix. Donc, dans cet ensemble-là, moi, j'aurais deux questions à vous poser pour mieux comprendre votre pensée. D'abord, une conférence des assises du Nord, etc., sous l'égide des autorités de transition, ça me paraît effectivement une excellente chose, et certainement qu'il faut le faire avant de pouvoir organiser des élections. Bon, ça, je suis entièrement d'accord avec vous. La question que je vous poserai, et que se pose un certain nombre de gens et de médias, c'est comment on fait pour rassembler tout le monde. Bon, je pense que tout le monde est d'accord sur le fait qu'on ne va pas rassembler les gens du Mujao ou d'ACMI, mais comment on fait pour rassembler tout le monde quand une partie des acteurs de cette crise sont déjà accusés et ont des mandats d'arrêt. La deuxième chose, c'est que vous dites que la classe politique est déconsidérée, et ça je suis vraiment d'accord avec vous, et qu'il ne faut pas restaurer l'ordre ancien, mais là vraiment une question vraiment j'ai envie de savoir comment vous envisagez de pouvoir remplacer cette classe politique et d'arriver à faire émerger une nouvelle classe politique, comment on fait pratiquement. Merci M. Boilet. Je vais prendre 2 ou 3 questions auxquelles on va répondre ensemble. Donc si quelqu'un Allez-y. Merci. Et puis après... Moi, je m'appelle Ali Outal, je suis juriste à Paris et enseignant à Dakar. D'accord. En fait, je voulais faire une intervention par rapport surtout aux 2 intervenants, M. Moussa Assarif et M. Omar Keïta. D'abord, par rapport à ce qu'a proposé, la solution qu'a proposé M. Omar Keïta. Éliminer, j'allais dire, comme vous, je suis d'accord, qu'il ne fallait pas faire une solution militaire pour résoudre ce problème. Je suis aussi comme vous contre l'intervention de l'armée française. Ce n'est pas la vraie solution. C'est une fausse solution. D'ailleurs, on commence à voir cela. Par contre, la France avait quand même peut-être intérêt à protéger ces populations qui sont plus ou moins localisées à Bamako, à créer un front comme on l'a fait ailleurs, en Côte d'Ivoire, ailleurs, ou bien à travers la communauté internationale ou l'Union européenne. Et éviter une guerre, mais pas aller en guerre. Ce n'est pas une solution. Et ça va créer des frustrations qui vont au contraire générer des germes de nouvelles guerres, peut-être dans une génération ou 2 autres générations. Donc à ce niveau, je crois que je suis d'accord avec vous. Mais ça se limiterait là. Parce que là où je ne vous suis pas, c'est dans les solutions que vous suggérez. On a vu que la boulimie institutionnelle, la boulimie des conférences nationales en Afrique, c'est une habitude qui n'aboutit à rien du tout. Le vrai problème, c'est l'existence même de l'État malien. Est-ce que le Mali existe en tant qu'État? Et ce n'est pas propre au Mali, c'est propre aussi à tous ces États qui ont été créés ça et là au lendemain des indépendances. Il y a un problème juridique, il y a un problème politique. On a appris depuis Roberto Miquels et autres que l'État doit avoir certains critères pour exister. Il ne suffit pas juste d'avoir un pouvoir politique, encore que ce pouvoir politique, comme vous l'avez souligné, le Mali a fait l'objet d'une déconfiture institutionnelle à travers ses coups d'État. Aussi, après cela, à travers ce qui se passe, je ne crois pas que même si ce pouvoir politique était réel, l'unité territoriale, et certes, l'unité territoriale n'existe pas, il y a aussi, parce que le nord du Mali qui existe, qui est là, et il n'y a pas une unité nationale entre les Nord et les Touaregs qui ne se voient pas comme ceux qui sont du Sud. Donc moi je pense plutôt, en conclusion, que la solution résiderait, c'est dur de le dire, à réfléchir à une indépendance du Nord qui n'a pas la même vocation, ni la même volonté d'être dans un seul État. Donc je pense que la vraie solution serait à ce niveau-là. Merci bien. Alors il y a une question d'abord au fond, et puis nos intervenants vont répondre. Bonsoir messieurs. Ma question s'adresse aux représentants du MNLA en Europe. Le MNLA est, à travers les médias, malheureusement ou pas, je ne sais pas,
considéré comme jadis le sous-traitant de l'ancien colonel Muammar Kadhafi. Dans ses actions, je ne veux pas faire de polémique ici, mais en tout cas, ma question, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un lien direct entre l'opération qui s'est faite en Libye par les forces occidentales, celle qui est actuellement au Mali, et si le colonel Kadhafi était de son vivant encore sur cette planète, était encore vivant, est-ce que les Occidentaux oseraient attaquer attaquer c'est un terme connoté, mais intervenir au Mali? Bon, merci. Donc je vais demander à nos intervenants de répondre assez brièvement pour que l'on puisse passer à d'autres questions. Omar Keïta d'abord. Merci de vos questions. Je répondrai d'abord à mon professeur Pierre Boilly. Je pense qu'une conférence nationale est une bonne chose parce que ça permet de mettre en place une feuille de route, c'est-à-dire un chronogramme. Parce que bon, les politiques ont toujours... ceux qui étaient au pouvoir sont toujours là. C'est pour ça que j'ai parlé c'est-à-dire ce sera sous l'égide des Nations Unies. Je pense que les Nations Unies seront là pour vérifier, parce qu'il y a trop de fraude. Depuis 1997 jusqu'à maintenant, toutes les élections qui se sont passées au Mali, il y a eu que des fraudes gigantesques. Donc je pense qu'une conférence nationale permettra non seulement de donner une feuille de route, un chronogramme, et puis en même temps, les Américains pouvaient vraiment venir aussi, parce qu'ils ont une législation qui les refuse, enfin qui les empêche d'être là. Donc comment faire pour y sortir, enfin rassembler tout le monde? Je pense que le problème du MENELA, moi je suis pour la négociation. Négociation, mais il faut que le MENELA dépose des armes. On ne peut pas négocier avec des gens qui ont des armes. Pourquoi ils ont des armes? Je dirais, je peux même être très gentil, parce que le MENELA a été chassé, c'est vrai que le MENELA a été chassé. Le MENELA était copiné avec Ansardine, ça c'est... Il n'y a pas un chercheur qui me dira que le contraire. Même si c'est quand même une organisation laïque, mais ils ont quand même copiné avec Ansardine qui prenait la charia dans tout le Mali. Bon, merci. Donc le docteur Omar Keïta tient un discours de plus en plus politique percutant. Donc heureusement, je ne sais pas la France, mais je fais un peu l'état tampon. Je vais passer la parole à Moussa Aghasarid, qui n'est pas forcément d'accord, c'est un euphémisme, et il va répondre à son tour. À la fois à la salle et... Très bien, merci. D'abord, par rapport à Keïta, à Omar, moi, je vous dis, hein, d'abord pour dire les choses comme je pense, le MNLA n'est pas un mouvement ethnique, je le précise. Et ça, c'est le bâton par lequel les autorités de Bamako, les autorités du Mali, nous ont toujours battus. Et il y a eu des journalistes, il y a toujours des journalistes ou des griots, je respecte les griots, mais ceux qui portent à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale un certain nombre de fausses informations et qui après s'avèrent fausses dans le temps, mais le mal est fait. Donc depuis le début, à partir de Bamako, on nous a accusés par tous les mots, notamment de copinage avec Ansardine. Il n'y a pas de copinage avec Ansardine. Si les gens d'Ansardine, notamment le chef, il est de l'Azawad, il faut d'abord essayer de trouver une solution avec lui, par exemple. Et là, ce que disait Omar Keïta tout à l'heure, c'est-à-dire que nous sommes une minorité d'une minorité d'une minorité d'une minorité. Il faut dire seulement que nous n'existons pas du tout. Donc ça fait l'affaire. Ça, c'est ce qu'on appelle un déni d'existence. Un déni. C'est-à-dire, ça c'est la spécialité malheureusement au Mali. On voit le problème, on va faire comme si on ne le voit pas. Allez, on ne le voit pas, comme ça on va avancer. Donc ça n'arrange pas les choses. Il faut regarder la vérité en face et trouver une solution.
Le MNLA n'est pas contre les Maliens. Le MNLA n'est pas contre quelqu'un ou une ethnie. Le MNLA est contre un système et des actes posés par des hommes. Et ce sont ces hommes-là qui sont responsables de ces actes. Et pour cela, on montre des preuves, on montre les faits, et là, chacun prend ses responsabilités. Et l'ensemble des Maliens, où qu'ils soient, portent une part de responsabilité. Et tous les membres du MNLA, tous les membres de l'Azawad, toute la population de l'Azawad, aujourd'hui, sont responsables de ce qui arrive et de ce qui peut arriver. Donc, je pense que, par exemple, ramener le conflit qui se passe aujourd'hui dans l'Azawad à un problème ethnique, c'est-à-dire la question Touareg, aujourd'hui, la question, elle est beaucoup plus importante que seulement Touareg. Et la non-reconnaissance aussi des responsabilités et de recherche de réparation, c'est-à-dire rendre justice à ceux qui sont victimes, je pense que cela a fait que jamais une solution n'a vraiment été trouvée depuis 50 ans. L'esclavage dont on parle, quand il dit que les Touaregs considèrent tout ce qui est noir comme esclave, ça c'est une affirmation grave, parce que il faut savoir que l'esclavage c'est une réalité qui a existé et l'ensemble du monde entier est responsable de cela. Il n'y a pas un seul continent qui n'a pas connu l'existence de l'esclavage. Mais l'esclavage est aboli. Au Mali aussi. Donc, il n'y a pas d'esclaves aujourd'hui. Il n'y a pas on ne parle pas aujourd'hui de tous ceux qui sont noirs sont considérés par les Touaregs comme esclaves. Non, ça c'est faux. Il y a des personnes qui ont été effectivement esclaves dans le temps, ils sont affranchis et ils vivent ensemble, ils parlent la même langue, ils partagent des réalités, mais on ne peut pas ramener ça. Et d'ailleurs, ce n'est pas là la question aujourd'hui. La question aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème et il faut d'abord trouver les causes et trouver des solutions. Et les solutions aujourd'hui, elles se trouvent autour d'une table de négociation et en se disant la vérité en face. Et pour terminer, la question que vous avez posée derrière, c'est pareil. Ça vient de je ne sais pas où. Le MNLA n'est pas djihadiste, n'a aucune idéologie religieuse. Nous nous battons pour un changement. Nous nous battons pour une amélioration des conditions de vie. Et nous avons tellement pensé que c'était possible d'arriver à un compromis, à une solution ensemble, que finalement nous sommes allés effectivement en 2012, 2013, à l'indépendance de l'Azawad. Si c'est un crime, nous l'avons commis. Nous avons demandé notre dignité, notre liberté sur notre territoire. Nous ne sommes pas les premiers et nous ne serons pas les derniers. Maintenant, nous dire que nous devons désarmer avant de discuter, c'est là qui a été le fondement aussi de ce problème, c'est-à-dire de cette révolte actuelle. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas au Mali, malheureusement, en tout cas nous du Nord, de l'Azawad, à chaque fois que nous voulons changer les choses par ce qu'on appelle la démocratie, de façade, ça ne change malheureusement que lorsqu'on arrive à la violence, c'est-à-dire par les armes. Donc il n'y a pas question que le MNLA dépose les armes pour discuter. Ça n'existe pas. Et même si vous amenez d'autres présidents ou qui vous voulez, nous avons engagé des vies humaines pour une cause noble et notre revendication est légitime. On va laisser la parole à la salle. Alors, Mademoiselle Cissé, qui a la chance d'être à la fois de Bamako et de l'Île-de-Ré, vous posez votre question. J'ai deux questions. Fort, hein, Monsieur Moussa Assarid. Le 11 février, il y a eu un communiqué du secrétaire général du MNLA
qui a reconnu et accepté les frontières maliennes. Et en fait, je voulais savoir, est-ce que c'est la fin du MNLA? Enfin, est-ce que le MNLA, à travers ce communiqué qui reconnaît les frontières maliennes, en quelque sorte, s'efface? Et ma deuxième question, très rapidement. Voilà, je voulais savoir si toutes les, les populations nordistes de Gao, Kidal et compagnie se considèrent comme faisant partie du mouvement national pour la libération de l'Azawad. Bon, merci. Donc, deux autres questions. Alors, Aurélien, Paca. Alors, pour répondre sur cette question-là, en fait, on voit bien que, je pense, au niveau du MNLA et même des groupes qui agissent, de tous les protagonistes qui agissent dans cette région-là, à savoir Moujao, etc., MNLA aussi, on voit bien qu'il y a une opposition parfois entre les responsables, et ma question elle est la suivante, à savoir où est l'unicité du mouvement du MNLA aujourd'hui, et on peut même parler de cette unicité ou de ce manque d'unicité vis-à-vis des humanitaires, qui ont parfois plus de facilité, je crois, à négocier des passages avec des mouvements qui se revendiquent islamistes, beaucoup plus hiérarchisés, j'ai l'impression, qu'avec, par exemple, des mouvements comme le MNLA, Touareg, où il faut négocier pas à pas dans certaines communautés. Vous me reprendrez si je me trompe, notamment M. Taillandier. Donc, où est cette unicité? Est-ce qu'elle est réelle? Est-ce que votre porte-parole là, aujourd'hui, est-ce qu'il représente vraiment tout un mouvement, ou alors c'est quand même des liens qui sont plus distants et qui se retrouvent dans les oppositions entre, par exemple, la position du secrétaire général et la vôtre? Je vais prendre une troisième question. Bon, monsieur, et après... Moi, je voulais juste vous dire ce qu'ils avaient dit à Azawad. Al-Tamashek, ça veut dire la plaine. La plaine. Et la deuxième chose aussi... un peu fort qu'ils entendent au fond aussi. La deuxième chose, c'est que moi, l'Azawad, vous savez ce que ça veut dire, mais Mali, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Dans Azawad, ça veut dire la plaine. Mali, qu'est-ce que ça veut dire? Moi j'ai dit territoire. Tu vas répondre. Un territoire. Territoire. Et qui a dit Mali pour la première fois? Bon. Non, c'est ça. En fait, donc, parce que moi, oui. je n'ai jamais traversé l'autre côté des fenêtres. D'accord. Donc la question est très complexe. En tout cas, au Mali, compte tenu de l'agitation actuelle et effectivement, en 3 semaines, ça a tellement évolué que de toute façon, trouver des interlocuteurs ne suffit pas aujourd'hui à négocier un accès humanitaire. Merci. Donc, on fait allusion, à travers la question d'Aurélien, à cette question dont débattent les anthropologues depuis très longtemps, de la segmentarité, notamment dans le monde touareg, avec ses différentes composantes, des alliances et ensuite des retournements d'alliances, des fusions et des fissions. Donc ça, c'est quelque chose que je laisse aux chercheurs, notamment ceux qui sont dans la salle, peut-être expliquer. On en a déjà parlé entre nous à l'Îlerie, mais c'est pour dire que ces recherches de longue durée sur les sociétés informent directement le politique, voire le militaire, et aussi le monde humanitaire. Donc le docteur Omar Keïta voudrait répondre à tout le monde, j'espère brièvement. Je lui passe la parole. D'accord. Le monsieur m'a demandé ici qu'est-ce que c'est que le Mali. Et le Mali, parmi tous les étudiants qui sont là, je pense que tout le monde sait, tout le monde connaît le Mali. Le Mali a été... non, parce que quand vous parlez de l'Azawad, il faut demander, il n'y a pas 10 personnes qui connaissaient l'Azawad avant, il y a 2 ans. Moi, je mets au défi tous ceux qui sont là. Il n'y a pas 10 étudiants qui vont vous dire ce que ça veut dire Azawad. Ça, c'est sûr. C'est une construction politique qui n'a ni fondement historique. Moi, je le dis, sous le contrôle des historiens. C'est pas... Et puis quand vous parlez de plaine, c'est territoire de transhumance. Territoire de transhumance. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire transhumance? Vous n'allez pas nous apprendre? Non. Mais je parle avec lui. Moi, je ne suis pas dans une posture. Moi, je suis pas dans une posture, je suis universitaire. D'accord. Voilà. Donc, je voudrais dire par rapport au MNLA. Le MNLA, je vais vous dire une chose. Tous les Touaregs ne sont pas d'accord avec le MNLA. C'est ce que vous dites.
Non, mais pourquoi Attendez, laissez répondre. Ben, il y a les Touaregs Imgad qui sont apparentés au Imgouch, Umchak, je ne sais pas si je prononce bien le mot. Bon, je prononce très mal parce que je ne suis pas spécialiste des Touaregs. Ça, c'est la touche, enfin, la souche la plus originelle des Touaregs. Ils sont restés en dehors de cette rébellion. On est d'accord. Et moi, je veux vous dire, c'est une petite minorité. Le MNLA ne représente pas tous les Touaregs. On est d'accord. C'est une petite minorité. C'est un peu provocateur. Non, c'est pas provocateur. Non, c'est pas. On est dans un débat. Je n'ai même pas répondu à Moussa. Je ne l'ai pas répondu. Rapidement, là. Si tu m'empêches de répondre. Bon. Donc, voilà. Non, vous vous rendez compte, peut-être ici, des tensions, mais il faut savoir qu'elles sont beaucoup plus vives à Bamako. Hein. Il y a non seulement des violences verbales, mais il y a des violences physiques. Hein. Les organisations des droits de l'homme accusent les différents groupes, y compris l'armée malienne, de liquidation physique. Donc j'appelle à modérer le débat, mais il faut voir que ce débat n'est qu'une petite partie dans la violence symbolique et même réelle de ce qui se passe actuellement au Mali. Donc je souhaite que mon voisin adopte aussi un peu une certaine modération. Merci. Bon, heureusement que j'écris des livres aussi pour raconter ce que j'ai envie que ça passe. Parce que des débats comme celui-là, il est difficile de faire vraiment avancer ces idées et que ça passe sans vexer. Je réponds à votre question d'abord. Le 11 février, effectivement c'était avant-hier, le MNLA a fait une déclaration. Cette déclaration reprend en partie on va dire un accord de principe du 4 décembre 2012 à Ouagadougou, où une délégation du MNLA a rencontré pour la première fois une délégation du gouvernement du Mali, en face du médiateur de la CEDEAO, Blaise Compaoré, le président du Burkina Faso. Et à cette date-là, sur la demande de la communauté internationale, par la voix de Blaise Compaoré, le MNLA a reconnu, respecté donc l'intégrité territoriale du Mali. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est la cessation des hostilités avec le Mali. Donc, nous reconnaissons les frontières du Mali. Nous sommes disponibles à aller aux négociations. C'est quelque chose qui nous a été demandé par la communauté internationale. Est-ce que tout le monde est d'accord? Aurélia demandait si entre vos représentants en Mauritanie, vous-même, les groupes armés sur le terrain, il n'y a pas des divergences. Il y a des fois des points de vue qui peuvent être différents, mais le socle reste le même. On garde, jusqu'à ces jours en tout cas, le MNLA, c'est un seul mouvement. À l'intérieur de chaque organisation, il y a des tendances. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'il y a l'unicité du MNLA. Par rapport d'ailleurs à la question sur les ONG, comme il l'a dit, lorsque vous contrôlez une localité comme Gao pendant 2 mois, il y a quelque chose qui se passe avec les ONG. Moi, j'étais chargé d'être en relation avec les organisations humanitaires, notamment avec le CICR, qui est l'organisme qui intervient le plus et sur plusieurs domaines, notamment sur la visite et la libération des prisonniers de guerre. Et je peux vous dire que nous avons évacué le personnel des organisations humanitaires. C'est le MNLA qui l'a fait à Gao le 31 mars 2012. Donc ça dépend en fait du moment précis qui occupe ou qui contrôle tel endroit. Et l'autre question, pour ne pas être long, c'est l'unicité. Bon, j'ai répondu à l'unicité par rapport au MNLA, mais juste,
moi, je voudrais juste retoucher ces termes de l'Azawad. Vous savez, si vous êtes historien, rappelez-vous des leçons d'histoire. C'est que, je ne suis pas non plus historien, c'est une organisation qui décide de nommer le territoire du nom qu'ils veulent. Par exemple, le MNLA, ou par exemple le Mali. C'est une communauté, un ensemble de personnes qui décident de donner tel nom à tel territoire pour que ça soit ce que c'est, ce que nous voulons que ça soit. Donc l'Azawad, c'est pareil. Ça peut être comme le Niger, ou le Burkina Faso, et puis après, vous pouvez même changer. Avant, ça ne s'appelait pas, par exemple, le Burkina Faso, ça s'appelait la Haute-Volta. Et puis à un moment, les Burkinabés ont décidé de changer. Donc demain, peut-être qu'on peut changer Azawad, même peut-être qu'on peut changer Mali. Pourquoi pas? Bon, merci. Tous les peuples se revendiquent Très bonne question. Le MNLA mène une révolution. Et dans une révolution, on ne va pas demander à chacun est-ce que vous voulez, est-ce que vous votez pour nous? Non. Mao Tse-tung qui a mené une révolution, il l'a fait avec 10 Chinois. Donc, et quand vous parlez des ethnies, nous ne disons pas, le MNLA n'a jamais dit qu'il représente les Touaregs de partout, et quel que soit. Ils ont le droit d'être avec le Mali, ou d'être avec le Niger, ou d'être avec qui ils veulent. Nous, on est le MNLA, un mouvement révolutionnaire, et nous revendiquons le territoire de l'Azawad, et nous sommes prêts à négocier avec Bamako pour trouver des solutions. L'autodétermination, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons de l'autodétermination de l'Azawad. D'accord, merci. Alors, attends. Je vais passer la parole aux étudiants, après Votre idée, enfin, votre objectif, en fait, c'est plus carrément de créer un nouvel État. Mais par rapport à ça, comment vous allez faire, vu que c'est, comme vous l'avez dit, un territoire de transhumance, et donc forcément il y a une circulation de population, et ce sera difficile de faire coïncider en fait un territoire avec une population. Voilà. Une autre question, mademoiselle? Oui. Alors moi j'avais une question plutôt, vous avez parlé de la réaction de la CEDEAO, et notamment de la médiation. Oui. Moi j'avais une question, on a vu quand même la CEDEAO réagir assez quand même rapidement avec des décisions, même s'il y a eu des obstacles et des faiblesses, etc. Mais par contre, ma question, ce serait par rapport à la réaction de l'Union africaine. On voit qu'elle est un petit peu derrière la CEDEAO et qu'elle la suit. D'accord. Moi, je pense sincèrement, par rapport à la classe politique, je reviens juste rapidement à cette question, je pense sincèrement qu'il y a un fond, il y a une volonté aujourd'hui des citoyens maliens d'arriver enfin à la démocratie et d'arriver enfin à une solution qui puisse permettre à l'État de s'élever et d'être en marche. Bon, aujourd'hui, c'est la France, il faut se dire la vérité, qui va aider le Mali parce que, voilà, vous voyez la situation de l'intervention, mais il ne faut pas qu'il y ait des copier-coller. Il faut trouver les solutions qui seront les plus adaptées. Je pense que je préfère donner d'abord la parole pour poser des questions et puis après. Alors, il y a beaucoup de questions. Mademoiselle au premier rang, puis monsieur, puis après on va voir. Allez-y. Je suis Asantou Bandé, journaliste. Afrique.com. D'accord. J'avais une question, mais je pense que c'est pour tous les deux, M. Marquecha et M. Adassaou. C'est qu'aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on est dans une impasse, parce que le MNLA refuse de déposer les armes? Or, Bamako dit qu'il faut qu'il y ait des négociations, enfin, il faut que les négociations aient lieu, il faut que le MNLA dépose les armes. Donc, chaque camp, chaque parti en tout cas, campe sur ses positions. Donc, est-ce qu'on n'est pas dans une impasse? Et deuxièmement, j'avais aussi une autre question, c'est par rapport aux élections qui normalement sont prévues pour le mois de juillet. Est-ce qu'avec toutes ces tensions qui aujourd'hui sont chaque jour plus vives, est-ce qu'il y aura ces élections? Est-ce que vous pensez vraiment qu'elles se tiendront à ce moment-là? D'accord, merci monsieur. Donc moi j'ai une question pour Dr Pita.
Je me présente, je suis Anara El Mokhtar, responsable de la diaspora Touareg Amerot. La première question, d'où viennent les chiffres de 4% de la population Touareg au Mali? Et je suis du Mali, je suis de la région de Tombouctou, de Gourmara-Rousse, que vous devez connaître. Ce n'est pas la zone de Kidal. Il y a aussi des Touaregs à Tombouctou, à Gao, même plus loin jusqu'à Sévaré et Goundam. Donc c'est très très important à rappeler que les Touaregs sont dans tous les territoires du nord du Mali. Et il n'y a jamais eu de statistiques fiables. Les seules statistiques qui sortent, c'est des statistiques qui datent de l'époque coloniale. Donc qui disent que les Touaregs sont 10%. Mais nous avons entendu beaucoup de chercheurs, de grands chercheurs maliens, dire qu'il y a 0,9% des Touaregs au Mali. Nous avons entendu 0,1. Ça veut dire, vous voulez qu'on n'existe plus? Bon, alors, merci. On comprend votre question. Au colloque de l'EHESS aussi, des intervenants disaient aussi qu'il faut prendre ces chiffres avec beaucoup de précautions qui sont très politiques. Les Touaregs sont aussi dans les pays alentours. Est-ce qu'on peut faire le parallèle qui est un peu osé avec les Kurdes qui sont dispersés dans tout le Moyen-Orient à la recherche d'un État national, en tout cas d'un foyer national? Voilà, je laisse la parole à Moussa Agassari. Oui. D'abord, vraiment, là, c'est un message que je lance au plus profond de moi à tous les citoyens maliens. S'il vous plaît, quel que soit ce que nous sommes, même si nous sommes 0,0001%, nous voulons vivre, exister avec nos frères et sœurs avec lesquels nous avons toujours vécu. Ne nous séparez pas, ne nous tuez pas, ne nous ignorez pas. Respectez-nous comme nous vous respectons. Le MNLA n'existe pas. Moi, je suis MNLA. Je suis devant toi, j'existe. Mohamed Agnajim, qui est le chef de la défense, le chef des armées du MNLA, est à Kidal. Il est avec l'armée française. Il est avec l'armée tchadienne. Et il y a des localités qu'ils contrôlent ensemble, avec des militaires. Alors il ne faut pas dire qu'il n'existe pas. Il faut accepter de discuter. Voilà. Pour répondre à la question de l'impasse, oui, dans l'opinion publique, dans ce qu'on peut lire sur MaliWeb et autres, il y a une impasse. Mais aujourd'hui, les Maliens se font aider pour trouver une solution. Parce que, vous avez vu, il y a le monde entier aujourd'hui qui parle du Mali. Donc, nous allons trouver une solution. Moi, je crois que nous allons trouver une solution. Nous sommes aujourd'hui déterminés, de part et d'autre, à trouver des solutions. Et à mon avis, une des premières choses, c'est d'accepter de se parler, de se dire les choses, même si ça fait mal. Moi, j'ai entendu des choses ici qui me font mal. Le fait de dire, toi, tu n'existes pas, par exemple. Pas tout à fait, mais c'est ce que nous sentons en nous disant, vous êtes... Les pourcentages, les chiffres, ça n'existe quasiment pas. Donc, accepter ce qui existe. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, à mon avis, c'est d'assumer la responsabilité. Assumer sa responsabilité. Le MNLA assume sa part des responsabilités. Et puis, il y a aussi un mélange de rôles. Il ne faut pas mélanger les rôles, à mon avis. Il y a les politiques, il y a la justice. Que la justice fasse son travail. Nous avons dit que l'armée malienne a commis des exactions de populations civiles. Et nous avons des photos. Et il y a aussi des organisations humanitaires à qui nous avons remis ces photos. Nous avons remis ces images-là aux avocats pour les transmettre à qui les droits. Alors les Maliens, ils n'ont qu'à sortir aussi les preuves qu'ils les remettent à la justice. La justice et les observateurs vont faire leur travail. Et je voudrais juste répondre à une question que j'ai omise. C'est la question de... en fait, est-ce que
si Kadhafi était encore de ce monde, est-ce qu'il allait avoir une intervention dans l'Azawad? Moi, je pense que si ce n'était pas aujourd'hui, ça viendra, malheureusement. Parce que, sur un point, je suis d'accord avec Oumar Keïta. Sur un point, c'est que le fond du problème de l'Azawad, c'est la malgouvernance, mais je vais ajouter, c'est l'injustice, l'impunité et c'est le déni d'existence. J'ajoute ces trois choses-là. Après le reste, on peut se mettre à chercher d'autres solutions. Merci beaucoup. Alors merci à tous à l'assistance. On doit malheureusement laisser l'amphithéâtre à 20h. Merci surtout à nos intervenants qui, tant bien que mal, ont accepté. Merci à tous, merci encore à nos intervenants et merci beaucoup Michel d'avoir joué ce rôle difficile mais avec beaucoup de talent. Merci beaucoup à tous. Je viens de suivre en tout cas une réunion, pour ne pas dire une conférence sur le Mali. Et qu'est-ce que tu as retenu concrètement en tant que malienne, en tant qu'étudiante? En tant que malienne, j'ai retenu le fait qu'il y a beaucoup de tensions et ce n'est pas prêt d'être réglé parce que le MNLA campe sur ses positions, le Mali aussi. Mais avec le communiqué qui est paru le 11 février dernier, je pense que on va vers une sortie de crise, du moins vers l'acceptation du MNLA du Mali. En tant qu'étudiante, qu'est-ce que tu as retenu concrètement en tant qu'étudiante? En tant qu'étudiante, j'ai retenu de la tension, beaucoup de tension entre ces deux. Est-ce qu'on vous enseigne ces deux mouvements? Est-ce qu'on vous enseigne la crise malienne à l'école? Pas essentiellement, mais on en parle, mais ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, tu sembles avoir beaucoup appris, c'est ça? Aujourd'hui, j'ai beaucoup appris, surtout du côté du MNLA, parce que voilà, c'est vrai qu'on n'avait pas l'idée, on n'avait que l'idée de la presse, en fait. On n'avait pas l'idée des personnes du MNLA, et donc maintenant, je comprends mieux leur position. Voilà. Vous êtes un peu sur l'intervention française. On l'a vu en Côte d'Ivoire, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo avait demandé l'intervention de la France. En 2002, la France est venue, elle s'est interposée entre les rebelles et les forces gouvernementales. Dans le cas du Mali, Dioncourt a demandé aussi la même intervention et la France s'est mise à faire la guerre. Est-ce que pour vous là, il y a matière à réflexion? Finalement, pourquoi est-ce que la France a agi comme ça? Vous êtes d'accord avec ça? Moi je suis d'accord, parce que bon, même si Sarkozy n'est pas Hollande, mais pour les deux cas ne sont pas pareils, je crois. C'est pas du tout pareil. Il y a eu des élections, il y a eu des problèmes d'élections, mais au Mali c'était pas un problème d'élection. C'est un problème d'intégrité territoriale et ça allait de la vie, c'est-à-dire même de l'existence du Mali. C'est pour ça que la France est venue nous aider le Mali. On va un peu revenir sur le communiqué d'hier du MNLA. La déclaration d'hier qui reconnaît l'intégrité, en tout cas, du territoire malien. Ça vous a surpris, vous, en tant que représentant du MNLA ici en Europe, ça vous a surpris cette déclaration? Et qu'est-ce qu'elle signifie concrètement? La déclaration du 11 février reprend en fait l'accord de principe qu'il y a eu entre la délégation malienne conduite par le ministre des Affaires étrangères et la délégation du MNLA le 4 décembre à Ouagadougou, où sur la demande de la communauté internationale, le MNLA reconnaît l'intégrité territoriale du Mali, accepte d'aller aux négociations et accepte aussi, confirme, parce que depuis le 5 avril 2012, nous avons déclaré la cessation des hostilités avec l'armée malienne. Donc nous avons confirmé ça aussi dans le cadre de cette rencontre le 4 décembre. Et c'est ce qui a été dit dans la déclaration. Il n'y a plus de territoire de l'Azawad. Secrétaire. Donc il n'y a plus de territoire. Bien sûr, il y a le territoire de l'Azawad. L'Azawad n'est pas... L'Azawad, c'est un territoire, autrement dit, appelé le nord du Mali.
Donc, nous sommes prêts à aller aux négociations. Nous sommes disponibles à travailler avec l'ensemble de ceux qui luttent contre le terrorisme. Mais il faut traiter d'abord la question du fond avec les autorités maliennes. C'est quoi cette question du fond? C'est la question politique. C'est la question du statut de l'Azawad. Et pour cela, il faut se retrouver autour d'une table de négociation et de trouver des solutions. De trouver des solutions et de saisir les choses. Un mot sur deux de vos responsables qui ont été pris tout récemment à Kidal et qui ont été remis certainement à l'armée malienne par la France. Vous avez cette information? Non, pour le moment, cette solution est en train de trouver... ce problème est en train de trouver une solution. Il y a eu un incident à Menaka, à l'arrivée de l'armée française et de l'armée malienne. Donc pour le moment, voilà, nous espérons que les nôtres puissent retrouver leur liberté. On le voit, la crise malienne est loin de livrer tous ses secrets. Une crise où le gouvernement de Bamako, parti de l'opposition civile, mouvement islamique et Touareg ont des visions très divergentes de la situation, la géopolitique nationale et sahélienne et de l'avenir du pays.